Kamala Harris n'a pas mâché ses mots. Après un bref rappel de la mobilisation permanente, je cite, de l'administration Biden pour libérer les otages israéliens de Gaza, la vice-présidente et future candidate a lourdement insisté sur l'urgence absolue d'un cessez-le-feu total et définitif dans l'enclave palestinienne. Les images insoutenables de ces enfants au corps déchiqueté, je cite, le chiffre astronomique des victimes civiles à Gaza, ces évocations largement assumées par Kamala Harris visent en réalité deux objectifs. Bien sûr, arrêter ce bain de sang qui dure depuis, on le sait, les heures qui ont suivi le 7 octobre, mais aussi, et je n'oserais pas dire surtout, rompre avec le ressentiment éprouvé cette fois par l'électorat démocrate, ici, aux États-Unis. Un ressentiment devant l'indéfectible soutien militaire et financier accordé à l'État d'Israël par l'administration de Joe Biden. Une administration à laquelle, bien sûr, la vice-présidente appartient. Mais jusqu'à présent, en se tenant à l'écart de ce dossier géré directement par Joe Biden et le département d'État, Kamala Harris n'avait justement pas hérité du ressentiment de l'aile gauche du Parti démocrate cette fois. Seulement voilà, maintenant qu'elle est la candidate presque désignée, elle n'a plus d'autre choix que d'assumer pleinement les positions de Joe Biden et donc d'hériter, dans une certaine mesure, de sa chute de popularité qui découle de cette guerre à Gaza. Dans des États comme la Géorgie ou le Michigan, et même en Pennsylvanie, ce déficit d'électeurs menace tout simplement le camp démocrate de perdre l'élection présidentielle. Et donc en clair, si le tandem Biden-Harris ne contraint pas rapidement Benjamin Netanyahou d'une part, et bien sûr le Hamas à cesser les hostilités, le projet de Kamala Harris de s'emparer du bureau ovale n'est pas tout à fait mort-né, mais il part déjà avec du plomb dans l'aile.